Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, je commence tout doucement. Tout d'abord, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Clara Petit-Fils. Donc je suis, coordinatrice du point de contact national sur l'EIE, l'EIT et la synergie des fonds, donc au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je vous propose aujourd'hui, un premier webinaire, pour cette rentrée, 2022, que je co-organise avec, les équipes, d'IT Raw Materials, qui m'accompagnent et que je vais présenter juste après. L'objectif de ce webinaire, c'est, donc logiquement de vous présenter cet instrument d'Horizon Europe, cette KIC de l'EIT, et plus particulièrement aussi, de vous présenter une des opportunités que cette KIC peut proposer à la communauté de recherche et d'innovation, donc l'appel à propositions dit CAVA pour Kick Added Value Activity, dans le cadre, de l'ouverture prochaine, donc en novembre, de la 11e édition, donc de cet appel CAVA. Au programme aujourd'hui, on a souhaité, vous proposer, une approche, logique, je pense, pour vraiment vous familiariser déjà avec, l'EIT, les KIC, si vous ne connaissiez pas encore très bien cet instrument assez atypique et original au sein d'Horizon Europe. Donc, je vais ouvrir le bal en vous présentant, ce qu'est l'EIT, ce qu'est une KIC, quelle est la différence entre ces 2 acronymes, quel est le lien. Pour vous donner les premières clés de compréhension, on va dire, de cet outil. Puis je laisserai la parole donc à Maria Encina Lopez Arias, donc qui est Business Development Manager auprès d'IT Raw Materials et qui, du coup, après mon introduction, viendra vous présenter cette KIC, les différentes opportunités qu'elle peut proposer à la communauté de recherche et d'innovation et surtout, avec un focus sur, l'appel à proposition CAVA 11. Maria, je profite de cette introduction pour, te remercier à nouveau, de ta participation, mais aussi de ton aide précieuse dans l'organisation, de ce webinaire qui sera, je n'en doute pas, très intéressant. Voilà, merci à nouveau. Ensuite, vous voyez qu'après, nos premières présentations, on vous propose un premier temps de questions-réponses de 15 minutes environ pour vous permettre, voilà, de nous faire vos premiers retours à chaud sur, voilà, l'EIT, les KIC, EIT Raw Materials. Puis, nous vous proposons donc 2 témoignages donc de lauréats français qui ont répondu à des appels auprès d'EIT Raw Materials. Donc nous aurons tout d'abord madame Trogm, donc Marianne Trogm, qui est responsable de projet collaboratif de R&D chez Eramet, qui viendra présenter, son projet donc Relief qui est terminé désormais. Puis elle aura un temps dédié de questions-réponses. Donc Marianne également, merci beaucoup, de votre participation aujourd'hui, de nous avoir, voilà, accordé ce temps qui est très précieux pour la communauté. Puis nous aurons, madame Beate Horberger, qui travaille donc elle sur, le projet Scavenger, un projet qui est encore en cours, qui est présidente de Géosciences Conseil Catura Geoproject et à la fois aussi professeure agrégée à l'université de Paris-Saclay. Puis elle aura également un temps de questions-réponses à la fin. Béaté n'est pas encore avec nous. Elle nous rejoindra, elle se connectera donc à 11h15, pour assurer du coup sa présentation. Je profite également de ce petit moment d'introduction pour, vous faire des rappels, bon, assez classiques. Mais comme vous le savez sûrement, ce webinaire est enregistré. Donc déjà, je vous rassure, vous aurez bien évidemment accès au replay. Vous aurez également accès, à toutes les présentations qui seront faites aujourd'hui, qui seront proposées. Tout sera accessible sur, la page web de l'événement. Mais pas d'inquiétude, pas de panique. Une fois que tout sera prêt, tout sera téléchargé sur le site du ministère, je vous partagerai bien évidemment l'information par mail. Donc voilà. Vu que cet événement est enregistré, je vous demanderai donc naturellement de bien penser à couper vos caméras et vos micros, surtout vos micros, pour éviter, voilà, les petites gênes sonores qui peuvent arriver, les bruits de clavier et cetera. Voilà, bon, des règles classiques, que vous connaissez.
Aussi pour les petits temps de questions-réponses, les 3 temps de questions-réponses qu'on prévoit, je vous invite à poser vos questions dans la fonction, chat de Teams. Voilà, donc n'hésitez pas, même pendant nos présentations, à les poser directement parce que pendant ces temps de questions-réponses, on les reprendra dans l'ordre du coup, et on y répondra et puis même, qui sait, pendant les interventions, on peut être amené, à vous répondre directement, dans le chat lorsqu'on a la réponse sous la main. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur, la programmation de cet événement. Ce qui m'amène, hop, maintenant à vous proposer, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit moment pour, apprendre à vous connaître. Donc je vous invite à vous rendre sur, www.slido.com, à rentrer le hashtag EIT-6RM ou à scanner le QR code. J'ai juste prévu quelques petites questions, avec, donc Maria, pour apprendre un petit peu à vous connaître. Parce que c'est vrai que, bah, derrière les écrans, c'est un petit peu difficile parfois pour nous de savoir quel public on a, quel est le niveau de connaissance, par exemple, quelles sont les attentes. Donc je vous ai normalement partagé mon écran, et je lance la première question. Donc s'il y a le moins de soucis, si vous ne voyez pas, si je parle toute seule dans le dans le vent, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, on voulait savoir, quel était, votre profil. Savoir si on avait surtout des profils académiques, aussi du monde de l'entrepreneuriat et la représentation d'intérêts. Voilà, bon, c'est quelques catégories générales, mais c'est pour nous permettre, d'avoir une meilleure vision, du public. Donc, pour l'instant, ouais, une majorité, d'acteurs issus du monde de l'académie, donc organismes de recherche et ou universités. OK. Quelques représentants du monde de l'entreprise, d'affaires, de la représentation d'intérêts, des collectivités territoriales, beaucoup de, enfin 20 de autres. D'accord, très bien, très bien. Bon, on retient du coup surtout une représentation des organismes de recherche et universités. Je passe maintenant à la seconde question. On souhaitait savoir, d'un point de vue géographique, où vous étiez situé, ce qui peut être intéressant pour nous par rapport, bah, vous le verrez plus tard, à l'organisation, on va dire, géographique des KIC, que je vous présenterai ensuite, et notamment, de la KIC Raw Materials. Donc, nous avons une majorité de Parisiens, Bordeaux également, Grenoble, je vois Bruxelles, Brest, Vélizy, Orléans, Besançon. OK, très bien. Donc Paris reste majoritaire. OK. Très bien. Bon, ça semble être, principalement des Parisiens et des Bordelais. En tout cas, à nouveau, bienvenue à tous. Alors, une autre petite question, pour savoir, votre expérience vis-à-vis de la KIC. Avez-vous déjà déposé un projet, une candidature? OK. Quel qu'il soit, que ce soit Cava, ou tout autre programme. Donc quand même une grande majorité de nouveaux accédants, potentiellement, à l'issue de ce webinaire, donc 73 de non. OK, 75, très bien. Donc je suppose des gens qui viennent aussi découvrir ce que peut proposer EIT Raw Materials, donc c'est intéressant. On espère vous convaincre. OK, donc presque 80 quand même de personnes qui n'ont pas encore déposé. Très bien. Et enfin, une dernière petite question. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots-clés, 1, 2, 3 mots, ce que vous attendez de ce webinaire? Donc, que ce soit de la pure information, que ce soit, par exemple, si vous êtes un peu plus positionné, expert sur cette KIC, de la recherche de partenaires éventuellement. Donc voilà, donc l'idée, c'est de générer, voilà, un nuage de mots-clés pour qu'on comprenne, moi aussi, que je comprenne, dans le cadre de ces webinaires, ce que la communauté attend. Donc il y a de l'information, principalement. Information générale, compréhension, compréhension, comprendre. Il y a aussi du networking, donc ça, c'est intéressant. Des personnes qui peuvent chercher de la mise en réseau, peut-être des partenaires, information générale, information thématique, donc autour des matières premières, j'imagine. OK. Initiation, d'accord, très bien.
Je vois qu'il y a encore des participants qui écrivent. J'attends un petit peu de voir tous les mots-clés, mais j'ai l'impression que voilà, vous êtes majoritairement en quête d'informations, peut-être même d'informations générales, meilleure connaissance, une personne qui se questionne aussi sur la place de la recherche fondamentale dans cet instrument, d'accord, je le note. Les règles de fonctionnement, d'accord, pour la kick, pour cet appel, OK, très bien. Compréhension de l'appel, OK. Bien, vous êtes au bon endroit. Je prends note de tous ces éléments. Heu, hop là. Du coup, je vais vous, repartager, mon écran, cette fois-ci à nouveau sur mon PowerPoint. Hop, donc normalement, vous êtes tous au début de ma présentation. À nouveau, si vous êtes sur un écran noir ou un mauvais mode de partage, n'hésitez pas à prendre la parole et à me le dire parce que j'ai pas accès au chat. Donc, je vais débuter ce webinaire avec, le temps, de présentation générale autour de l'EIT, donc l'Institut européen d'innovation et de technologie et donc c'est KIC pour Knowledge and Innovation Communities ou communauté de la connaissance et de l'innovation. Donc, comme j'ai pu vous le dire assez brièvement, dans la présentation du programme, l'objectif de cette présentation, c'est, vraiment de vous donner les premières clés de compréhension de qu'est-ce que l'EIT, qu'est-ce qu'une KIC, pour que voilà, vous compreniez les bases pour ensuite appréhender, je l'espère, facilement, la présentation autour d'IIT Raw Materials, mais même aussi les présentations, enfin des informations autour de toute autre KIC. Donc, je débute avec un petit point de recontextualisation de l'EIT. Vous avez devant vous, un schéma que vous devez connaître normalement. Il s'agit donc, de la représentation d'Horizon Europe, de ces différents piliers. Donc Horizon Europe qui, je le rappelle, est le programme cadre dédié à la recherche et l'innovation pour la période 2021-2027. Donc, vous voyez, que l'EIT, se situe au sein du troisième pilier, un pilier qui s'intitule «Une Europe plus innovante». Donc l'objectif de ce pilier, pour rappel, c'est vraiment d'apporter des solutions, et du soutien autour de l'innovation et notamment, de l'entrepreneuriat, des startups, scale-up, PME, surtout proposant des innovations dites de rupture. Pour ceux qui connaissent un petit peu le pilier 3, si vous en avez entendu parler, vous avez sûrement entendu parler du Conseil européen de l'innovation, donc le premier outil listé, ou l'EIC, sous son sigle, qui est, c'est vrai, pardon, il faut le dire, la rockstar un petit peu du pilier 3, qui est une nouveauté d'Horizon Europe, qui vise à apporter des solutions importantes en termes du financement qu'on va pouvoir proposer à nos entreprises européennes. Donc, pourquoi je vous parle de l'EIC, du Conseil européen de l'innovation, alors que je couvre l'EIT? Eh bien, c'est pour bien vous faire comprendre la différence et l'articulation, la complémentarité entre ces deux instruments au sein du pilier 3. Si vous voulez, la philosophie de l'EIT par rapport à l'EIC, c'est de dire que c'est super d'avoir un outil dédié qui apporte des solutions en termes des financements adaptés pour les startups, scale-up, PME. Mais encore faut-il que nos entreprises, une fois, financées, elles puissent réellement, si vous voulez, déjà se créer, se développer sur nos territoires européens qui, dans une Union européenne, à 27 États membres, est naturellement fragmentée. Donc c'est vraiment là la valeur ajoutée, la force de l'EIT, c'est d'accompagner les entreprises, mais pas que tous les acteurs évoluant autour de l'innovation, en les insérant au sein d'écosystèmes, pardon, donc thématiques autour des KIC, mais qui vont être durablement ancrés au sein des territoires et qui vont donc apporter un accompagnement des services de qualité, pour le développement. Lorsque, j'aborde l'EIT, personnellement, parce que ça m'a aussi beaucoup aidée lorsque je me suis un petit peu attelée à ce sujet qui était nouveau pour moi, j'aime à revenir à l'origine de cet instrument. Donc l'EIT a été créé en 2008 dans un contexte de crise financière et à l'époque, l'Union européenne avait pensé cet outil pour vraiment permettre d'accélérer la transformation de la recherche en innovation, pour permettre donc de booster l'émergence de produits, services, processus innovants
Et vous l'aurez compris, surtout dans un contexte de crise financière, in fine, ben, booster notre compétitivité, notre croissance européenne. Donc, l'objectif clé ayant été défini, il restait encore à définir la méthode de mise en œuvre pour atteindre ce même objectif. Et c'est là toute l'originalité de l'EIT qui a décidé, pour réaliser ce même objectif, de se mettre en œuvre par le biais des fameuses KIC, donc les communautés de la connaissance et de l'innovation, Heu, c'est-à-dire, je le résume un peu vulgairement, mais de gros écosystèmes thématiques qui vont avoir donc pour objectif de réunir en leur sein, toute la diversité, de leur secteur thématique. Donc que ce soit en termes des sujets, des champs disciplinaires, mais aussi des partenaires, acteurs au sein de cet écosystème. Donc on y retrouve, des membres des universités, des organismes de recherche, des grands groupes industriels, des startups, des scale-up, des PME, etc. Voilà, l'idée, c'est vraiment de représenter toute la richesse au sein de l'écosystème. Donc, l'objectif ayant été défini, la méthode, enfin la mise en œuvre aussi, il restait à l'EIT, si vous voulez, à trouver une approche un petit peu méthodologique clé et qui fait aussi un petit peu, l'unicité, enfin, le caractère vraiment unique de l'EIT au sein d'Horizon Europe, c'est celui du triangle de la connaissance. Donc si vous voulez, pour résumer de manière simple, lorsque l'EIT crée ou a créé ses kicks passés, elle leur demande, elle demande à ses kicks systématiquement d'appliquer l'approche méthodologique du triangle de la connaissance qui vise à articuler 3 points clés. Donc éducation, recherche et innovation. Donc je m'explique, vous aurez systématiquement au sein de chaque kick un pilier dit éducation qui proposera divers formats de formation initiale continue pour booster la culture de l'entrepreneuriat, de l'innovation, bien évidemment, toujours autour de la thématique donnée de la kick. Vous aurez, pour passer au volet recherche, toujours au sein de chaque kick un pilier recherche qui, idem, proposera plusieurs formats d'activités, de programmes pour accompagner cette fois-ci plutôt autour de projets collaboratifs visant à soutenir voilà, des projets innovants. Et enfin, le pilier innovation, plutôt axé sur l'entrepreneuriat cette fois-ci. Idem, au sein de chaque kick, vous aurez ce pilier qui vise à proposer pour celui-ci divers programmes également, plutôt mono-bénéficiaires cette fois-ci, visant à soutenir la création d'entreprises et leur croissance donc à destination de start-up, scale-up, PME. Donc, pour reprendre un petit peu la philosophie derrière ce concept de triangle de la connaissance, ce que l'EIT souhaite voir se réaliser sur le long terme au sein de chaque KIC, au sein de chaque thématique, de chaque communauté, c'est un triangle, enfin un lien vertueux où lorsque on éduque, on pousse à l'innovation, à l'entrepreneuriat, euh, il y a des projets d'innovation qui peuvent émerger et in fine qui peuvent aboutir à la création d'entreprises. Ensuite, donc ces 3 éléments, donc objectif, mise en œuvre et approche méthodologique étant posés de manière claire, je l'espère, vous aurez sûrement compris maintenant qu'il y a un lien hiérarchique entre l'EIT, qui est donc l'entité qui vient chapeauter les KIC qui sont un petit peu les bras qui mettent en œuvre la stratégie de l'EIT. C'est ce qui fait qu'il y a une logique d'appel qui est propre à cette hiérarchie et qu'il est intéressant d'avoir en tête, surtout lorsqu'on aborde l'EIT et l'équipe pour la première fois. Et d'après le sondage, il y a parmi vous pas mal de personnes qui justement viennent chercher des informations générales. Donc, vous avez 3 logiques d'appel. Tout d'abord, les EIT Call for a New Kick. Donc, ce sont des appels qui sont gérés donc par l'EIT, qui sont ouverts à toute la communauté de recherche et d'innovation et dont l'objectif est de sélectionner un consortium de 50 partenaires membres maximum afin de créer une nouvelle kick. Donc, ce sont des appels qui sont assez stratégiques, qui découlent d'une orientation politique de l'Union européenne, donc in fine qui sont assez rares, il faut le dire, il n'y en a pas tous les ans. Par exemple, dans le cadre d'Horizon Europe, 2 sont prévus. Donc il y a un premier call qui a ouvert en fin 2021
pour la création d'une KIC autour des industries culturelles et créatives. Le consortium a été sélectionné au printemps 2022. Et en 2026, on prévoit une KIC dite Water, donc autour des enjeux de l'économie bleue, de l'océanographie. Vous avez ensuite un deuxième type d'appel qui se nomme les EIT Call for Grant. Ce sont également des appels qui sont gérés par l'EIT, ouverts uniquement aux KIC. Donc par KIC, j'entends ici les staffs des KIC, sur la base de leur business plan. Donc je vous explique. À nouveau, je résume un petit peu sommairement, mais c'est vraiment pour vous donner des idées de base. Sur une base annuelle à multi-annuelle de plus en plus, chaque année, on va dire, les KIC vont rédiger, rédiger leur business plan qui liste les programmes qu'elles souhaitent mettre en œuvre sur 1 à 2 années autour du triangle de la connaissance. Donc, ce business plan est soumis à l'EIT. Donc, l'EIT réunit les 8-9 business plans de chaque KIC, les évalue et ensuite alloue des fonds à ces mêmes KIC pour leur permettre de mettre en œuvre leur programme. Donc, pourquoi je vous parle de ce type d'appel alors qu'il est ouvert uniquement aux KIC? Eh bien, parce que certaines KIC, et de plus en plus, je l'observe, ont recours à des phases de consultation publique pour rédiger ces fameux business plans. Donc, par exemple, vous allez avoir des KIC qui vont faire des phases de consultation publique pour inviter la communauté à les aider à identifier des flagships thématiques, des grands axes stratégiques qu'il est intéressant de travailler sur 1 à 2 années. Vous avez aussi des qui vont faire des appels à propositions de projets, alors par exemple autour du pilier recherche et innovation. Et si sélectionné, votre projet est inscrit au business plan de la KIC et sera donc financé. Donc, je vous mentionne ce type d'appel parce que personnellement, je pense que lorsqu'on approche surtout les KIC pour la première fois, ces phases de consultation publique peuvent être un outil très intéressant en termes de veille et de première approche auprès d'une KIC qui peut vous intéresser. Moi, je sais que personnellement, ça m'a beaucoup aidé à apprendre à connaître chaque KIC et chaque programme, par exemple. Vous avez ensuite la dernière opportunité, enfin le dernier type d'appel, pardon, qui découle du coup de l'opportunité précédente, ce que l'on appelle les EIT Kick Opportunities. Donc après avoir obtenu des financements de la part de l'EIT, les KIC vont donc être capables de proposer des programmes, des activités, à l'image donc de l'appel CAVA, d'EIT Raw Materials, à leur communauté. Donc par communauté, j'entends leurs partenaires membres de l'écosystème, mais aussi au-delà. Je reviendrai sur cette distinction entre les partenaires membres et le reste de la communauté de recherche. Quelques mots maintenant sur les KIC. Donc, comme j'ai pu l'expliquer, ce sont des écosystèmes thématiques qui visent à réunir des partenaires représentant toute la richesse de leur écosystème. Et chaque KIC suit une répartition géographique, donc différente bien évidemment entre les 9 KIC, mais unique d'un point de vue structurel. Vous aurez la même structure entre chaque KIC. Donc vous aurez systématiquement au sein des KIC un siège, assez logiquement. Vous aurez aussi ce que l'on appelle donc soit des Colocation Centers ou des Innovation Hubs, donc des CLC ou des IH. Donc en soi, ces bureaux, ce sont des sortes de bureaux régionaux qui sont localisés dans un pays et qui visent à regrouper plusieurs pays membres de la KIC. Vous avez ensuite des Reese Hubs. Donc là, ce sont des bureaux généralement localisés dans les pays de l'Est de l'Union européenne et le Portugal. Donc ce sont des bureaux qui ont surtout à charge de mettre en œuvre un programme de l'EIT et des KIC qui s'appelle le Regional Innovation Scheme. Je vous le présenterai en 2-3 mots dans la slide suivante. Et enfin, point intéressant également, il existe 2 hubs internationaux, un à la Silicon Valley, qui est géré par EIT Digital, et un à Tel Aviv, qui est géré par EIT Health, mais dont la gestion, enfin l'accès est partagé par toutes les KIC et qui du coup vont également proposer parfois des programmes, des activités permettant du coup un accès à des marchés internationaux. Donc, les KIC réunissent des partenaires membres autour d'une thématique, surtout autour de défis, d'enjeux stratégiques clairement identifiés, en articulant le triangle de la connaissance. Point très important et assez clé vis-à-vis de l'EIT,
et des KIC, c'est le principe de cofinancement dégressif dont vous avez peut-être entendu parler et qui vous a peut-être interloqué. Donc, si vous voulez, l'EIT, lorsqu'elle désigne une KIC, elle va passer un contrat avec cette même KIC sur une durée maximale de 15 ans. Donc, le deal, si vous voulez, c'est que l'EIT va dire à la KIC dans ses premières années, bah, OK, tu viens de te former, tu te mets en place, tu es en train de créer ta communauté, tes programmes, je te finance à 100% pour justement te permettre de mettre en œuvre tes programmes. Mais on est d'accord, il faut qu'à l'issue de notre contrat, donc à l'issue des 15 ans, bah, tu deviennes pleinement autonome parce que je couperai mes financements. Donc, à nouveau, c'est un résumé un petit peu grossier, mais c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière. Et donc, les KIC, sous ce principe de cofinancement dégressif, voyant la part de l'EIT diminuer progressivement, vont devoir penser des mécanismes qui leur permettent d'être viables et autonomes d'un point de vue financier. C'est ce qui fait qu'on va retrouver systématiquement au sein de chaque KIC des mécanismes d'adhésion pour devenir partenaire, donc sous différents niveaux d'adhésion. Ça peut aller du partner activity à un statut de plus gold où on est full member, donc on participe un petit peu à la gouvernance, aux enjeux stratégiques, etc. Vous avez aussi des mécanismes de retour sur investissement. Là, c'est plutôt pour les entreprises dans le cadre du pilier, entrepreneuriat. Enfin, c'est afin de s'adapter en fait à l'acteur qu'il y a en face. On va imaginer des success fees, un partage par exemple, sur, un pourcentage de vente, sur les services, produits, commercialisés et cetera. Donc juste un point d'attention sur ce principe de cofinancement dégressif. Très souvent, j'ai des personnes, des acteurs qui m'approchent, qui me disent: «Non mais je comprends pas, je dois, adhérer, pour prendre part à la pour répondre à la KIC, à l'appel de la KIC». Alors déjà non, pas systématiquement et surtout, votre réflexion ne doit pas se faire, justement que par le biais de, «J'adhère pour répondre à un appel». Il y a bien plus derrière. Comme je vous l'ai expliqué, ce sont des écosystèmes qui sont durablement ancrés. Donc, si vous choisissez d'adhérer au sein de votre organisme, ça doit découler d'une vraie orientation et une pensée stratégique de votre organisme, un choix vraiment de s'investir dans un écosystème, d'y prendre part, d'accéder à tous les services que ça peut offrir, mais du coup aussi mettre à profit votre expertise. Voilà, c'est vraiment un point d'attention à avoir en tête parce que c'est vrai que le IT et les KIC ont un fonctionnement complètement à part. Enfin, cette dernière slide, pour vous résumer ce que vous retrouverez systématiquement au sein de chaque kick, en termes d'opportunités. Donc, vous retrouverez toujours les 3 programmes piliers qui sont le reflet du triangle de la connaissance, donc éducation, formation à l'innovation, research and innovation ou innovation, plutôt des projets collaboratifs et enfin un pilier entrepreneuriat business creation proposant surtout des services d'accompagnement de qualité. Également financements, pardon, certes, mais là, je fais aussi un point d'attention. Trop souvent, enfin pas trop souvent, mais parfois j'ai des acteurs, qui du coup, parce qu'ils ont entendu parler de l'EIC et des importants tickets que l'EIC peut proposer, attendent la même chose de l'EIT. Alors c'est pas le cas, vous aurez pas les mêmes montants, mais c'est aussi logique. On n'aurait pas créé l'EIC si l'EIT proposait les mêmes types de financement. La vraie valeur ajoutée de l'EIT, c'est les services d'accompagnement pour les entreprises. C'est une insertion dans des écosystèmes, c'est un accès à un carnet d'adresses, à des investisseurs, etc. Vous avez aussi un autre programme plutôt transversal qui va viser à garantir un égal développement des écosystèmes d'innovation partout en Europe. Donc là, c'est le Regional Innovation Scheme qui va travailler auprès de pays et régions qui sont catégorisés pardon, comme innovateurs dits modestes ou modérés. Donc en France, les régions ultrapériphériques sont éligibles à ce dispositif. Et enfin, il existe ce que l'on appelle les cross-kick activities. Donc parfois, certaines kicks, donc 2, 3 ou même les 8, 9 kicks vont se rendre compte qu'elles ont un enjeu commun et elles vont décider chacune voilà, de mettre de l'argent pour créer un programme ensemble, en synergie, à l'image donc du Higher Education Initiative, que je mentionne parce qu'il est coordonné justement par la Kick Raw Materials, qui va aussi travailler au développement des écosystèmes, mais cette fois-ci à l'échelle de l'établissement d'enseignement supérieur. Voilà. Donc c'était mes quelques mots d'introduction, sur l'EIT, sur les KIC
J'espère que c'était clair et du coup, je peux maintenant laisser la parole, à Maria pour qu'elle vous présente donc l'offre, d'EIT Raw Materials. Merci Clara. Merci à tous d'être présents à ces webinaires et encore merci à Clara d'avoir organisé avec l'EIT ce webinaire. Je vais partager mon écran pour vous présenter l'EIT au matériel, mais aussi nos activités et surtout notamment les appels à projet Cava qui vont être publiés bientôt. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, D'accord. Donc, je vais commencer. Pour commencer, un peu de contexte, et je sais qu'aujourd'hui, toutes les présentations commencent de la même façon. Transition énergétique, la combustion des sources fossiles est la cause principale du dérèglement climatique. Et on doit accélérer le déploiement massif d'énergies renouvelables, des nouvelles mobilités, etc. Mais c'est vrai qu'on ne parlait pas très souvent que ces déploiements massifs des sources renouvelables va augmenter fortement la demande de métaux et minéraux. Donc, est-ce que l'Europe peut faire face à cette demande? Dans ce slide, vous voyez comment la demande des métaux et minéraux a augmenté énormément depuis les années 1700, quand on parlait juste avant la révolution industrielle, il y avait une demande de 4-5 minéraux et métaux. Jusqu'aux années 2000, on parle d'une demande de presque 50 métaux et minéraux stratégiques pour l'Europe. Et ce n'est pas juste une augmentation du nombre des métaux et minéraux, mais aussi de la quantité de ces métaux et ces minéraux. Donc, dans ce contexte de forte augmentation de cette demande, l'Hétéromatériel a défini 3 objectifs stratégiques pour nous. Et bon, l'idée principale derrière ces trois objectifs, c'est la compétitivité durable du secteur européen tout au long de la chaîne des valeurs. Et quand je parle de la chaîne des valeurs, je parle de l'exploration, de l'exploitation jusqu'au recyclage. Ces 3 objectifs de l'EIT en matériel, c'est sécuriser l'approvisionnement des matières premières, soutenir la conception des nouvelles solutions d'éco-design, de recyclage, etc., en Europe, bien évidemment, pour les produits et pour les procédures aussi. Et on parle aussi d'un objectif lié au circuit des matériaux, où on passe d'une économie linéaire qu'on avait jusqu'à aujourd'hui à une économie circulaire où on cherche la réutilisation et le recyclage de tous ces matériaux et tous ces minéraux. Comme Clara vient de l'expliquer, l'EIT a actuellement 8 KIC. Bon, il y a aussi la KIC culture qui a démarré en 2022, mais jusqu'à 2022, on avait 8 KIC qui répondent aux challenges et aux priorités de l'Union européenne en matière de transformation digitale, de santé, d'énergie, et de manufacturing, de mobilité et bien évidemment de matières premières. Nous, les Hétéromatériel, on fait partie de l'EIT, on représente les intérêts de l'Europe pour l'approvisionnement des matières premières, pour la réduction de la dépendance des matières premières qui proviennent d'autres pays, notamment de l'Asie et de la Chine, et pour atteindre une autonomie de l'Europe pour cet approvisionnement des matières premières. Un coup d'œil sur les Hétéromatériels. On est actuellement la communauté la plus grande au monde dans les secteurs des matières premières. Comme je viens de le dire, on couvre toute la chaîne des valeurs.
des matières premières. C'est vrai que quand on parle des matières premières, souvent j'ai la question, est-ce qu'il y a des matières premières biologiques, etc., qui peut intéresser ou qui font partie des programmes de Litero Materials? La réponse aujourd'hui, c'est non. Nous, on s'intéresse principalement à tout ce qui est métaux et minéraux. Bien évidemment, il y a d'autres matières premières, mais on ne couvre pas ces matières premières aujourd'hui. Actuellement, on a presque 300 partenaires dans cette KIC et on a presque environ 500 partenaires de l'ERMA. Je vais vous expliquer très rapidement à quoi ça consiste. L'ERMA, c'est la European Raw Material Alliance. Probablement, vous avez entendu parler de la European Battery Alliance. L'ERMA, c'est à peu près la même chose, mais pour le domaine des matières premières. Le Materials a été mandaté par l'Union européenne pour gérer l'ERMA. Je vous expliquerai un peu plus tard quels sont les objectifs et les activités de l'ERMA, qui fait partie de notre, ou qui est géré par notre KIC. On a des partenaires de 22 pays différents en Europe. Et si on rajoute l'ERMA, on rajoute aussi 10 pays. On a 16 localisations en Europe actuellement et d'ici 2027, on aura 4 nouvelles localisations, c'est prévu. Et notre siège principal est à Berlin, en Allemagne. Ici, en France, notre siège est à Metz. Je vais parler un peu sur les triangles de la connaissance que Clara vient d'évoquer dans sa présentation. Parmi nos partenaires, on a ces 3 côtés du triangle. On a l'industrie, on a l'académie et on a les centres des recherches et des technologies. Vous voyez dans mon écran quelques partenaires. En France, je peux citer des grands groupes comme Veolia, Valeo, Orano, Eramet, mais aussi des startups avec qui on travaille, comme Rossi, par exemple, c'est une start-up qui est un cas de succès de Litero Materials et d'autres PME et start-up. Et bon, aussi en Europe, on travaille avec Umicore et d'autres grands groupes et start-up. Concernant les centres de recherche et technologie, on a aussi des partenaires partout en Europe. En France, je peux citer les BRGM, les CEA. En Allemagne, par exemple, on a les Fraunhofer, en Espagne, le CSIC, en Belgique, Vito, et d'autres partenaires avec qui on travaille et on collabore. Et finalement, les universités qui sont aussi des acteurs très importants de notre réseau. En France, quelles universités? L'Université de Lorraine, l'Université de Bordeaux, l'Université de Strasbourg, et aussi d'autres universités en Belgique, en Allemagne, etc. Donc, je vais vous présenter nos programmes, notamment nos programmes d'accélération et l'appel à projet CAVA qui va ouvrir bientôt. Donc, on a 3 piliers dans nos activités et nos programmes. On a le pilier matchmaking et networking. Dans ces piliers, on organise des événements régulièrement, comme le Raw Materials Summit, l'Expert Forum ou les Partners Day qui a eu lieu cette semaine, par exemple, en Belgique, où on essaye d'inviter tous nos partenaires pour faire des présentations, du networking, etc. On a aussi, par exemple, dans la partie matches, on a une communauté qu'on appelle Alumni Community. Toutes les personnes, toutes les startups qui ont participé à nos programmes font partie de cette communauté. Et l'idée, c'est que après, une fois le programme est fini, ces personnes, ces startups
continuent à collaborer ensemble, à faire le transfert des connaissances, des technologies, etc. Après, on a le pilier accélération. Ici, on a différents programmes que je vais vous expliquer plus tard en fonction du temps réel. On a le jump starter, l'accélérateur, le booster et les... Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Ça a un tout petit peu sauté, mais Est-ce je que t'entends. vous voyez mon écran? Non, là, je le vois plus. OK, Mais je t'entendais et ça tu présentais les piliers, hop, ça a sauté. OK, très bien, désolée. Pas de souci. Oui, donc il y a le, comme je disais, il y a le pilier accélération, jump starter, accélérateur, booster et upscaling innovation projects. Ce sont les projets CAVA que je vais présenter plus tard. Oui, On t'entend, t'inquiète pas. Moi, je t'entends, hein, je vois l'écran. mais je ne sais pas si vous voyez mon écran. Moi, je le vois. Là, je le vois plus. OK. Oui. Donc, je disais qu'il y a ces différents programmes dans le pilier accélération et finalement les programmes académie où on collabore avec des universités pour labelliser certains programmes euh, des doctorats. Et on travaille avec des étudiants, etc. Et tous nos programmes s'articulent autour des lighthouses. Je vais vous expliquer plus tard quels sont nos 3 lighthouses, mais ce sont notamment des initiatives d'innovation qui répondent aux priorités de l'Union européenne. Après, il y a les cross-click activities. Clara a aussi expliqué à quoi ça consiste. On essaye souvent d'organiser des événements ou des activités avec d'autres kicks. Et aussi les RIS, les Regional Innovation Scheme, qu'on met en place dans des différentes régions en Europe. Donc, on passe directement au pilier innovation. Et on a divisé nos programmes par rapport aux différents TRL. Le premier programme Jumpstarter, l'idée est de créer. On parle d'un TRL 1 entre 1 et 3, et c'est pour les porteurs d'idées, pour les personnes, par exemple, qui viennent de finir un doctorat, qui ont une idée pour créer une start-up, une entreprise. On a ces programmes dédiés pour les porteurs d'idées. Après, pour la partie capturée, on a l'accélérateur et le booster. Et ici, on parle d'un TRL minimum 4 et on cible les entrepreneurs et les startups. Quelle est la différence entre l'accélérateur et le booster? L'accélérateur est un programme pour le early stage startup. C'est un programme articulé en 3 phases avec un financement d'environ 80 000 €. Le programme Booster est pour les startups un peu plus développées, d'accord? C'est juste une phase et on parle d'une aide financière de 200 000 € à peu près. L'idée dans ces 2 programmes, c'est de convertir l'apport financier de l'EIT en equity ou d'avoir un retour sur les revenus. Après, il y a la partie démontrée où on a intégré les projets CAVA, les appels à projets CAVA. Ici, on parle d'un TRL 5 et ce sont des projets collaboratifs très, très similaires au projet Horizon Europe que probablement vous connaissez très bien. Et finalement, quand on a atteint un TRL d'environ 6-7 et on veut passer à la partie industrialisation, c'est à ce moment-là que l'ERMA va intervenir. L'ERMA va aider nos partenaires à trouver les financements publics. Quand je dis public, c'est au niveau européen, mais aussi au niveau national et régional. Je peux vous donner un exemple, par exemple Innovation Fund et
Des financements privés aussi, d'accord? Des investisseurs, l'ERMA peut présenter, pitcher, le projet à des différents investisseurs qui, seraient intéressés par investir dans des grands projets, d'industrialisation. OK, donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter, les appels à projets CAVA. L'objectif de ces appels à projets est d'accélérer le lancement de la technologie sur le marché. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un temps réel 5 minimum, d'accord? Sur ces projets, avant je disais que pour les projets, accélérateurs et boosters, on a, l'option, retour sur l'investissement ou equity. Mais bien évidemment, pour les projets CAVA, le système qu'on applique, c'est le retour sur l'investissement, les financial backflow. On va négocier à la signature du contrat, on va négocier un pourcentage, pour les retours sur l'investissement liés à la commercialisation du projet. Comme pour les Innovation Action, dans Horizon Europe, on propose un financement de 70%, 70% et on attend des partenaires un cofinancement de 30%. Contrairement à Horizon Europe, nous, on cherche pas, des consortia, de 3 entités indépendantes de 3 pays différents. Pour nous, on cherche des consortiums minimum de 2 entités de 2 pays différents, provenant des 2 côtés du triangle de la connaissance. C'est-à-dire, on va avoir, un partenaire industriel et un partenaire, académique ou, un partenaire industriel et un centre de recherche. Et c'est ça les minimums qu'on demande pour, pouvoir déposer un dossier, CAVA, un projet CAVA. Les budgets qu'on attend, pour les projets CAVA, c'est entre 2 et 5 millions d'euros et je répète, avec un financement, on va financer 70% de ces budgets. Souvent, les gens me demandent si c'est une avance remboursable, quel type de financement? C'est une subvention, d'accord? Mais c'est vrai qu'après, si le résultat du projet est commercialisé, on va négocier un retour, sur l'investissement. Mais, l'aide, c'est une subvention. La durée, des projets CAVA, c'est entre 2 et 3 ans, plus ou moins. Il y a 2 phases pour les projets CAVA. Il y a la première phase qu'on appelle, la draft proposal, stage 1. C'est très simple, c'est 5 pages où vous allez présenter, votre projet. Vous devez inclure, l'executive summary, les objectifs et les résultats attendus, la description du consortium et le rôle de chaque partenaire dans les consortiums, pourquoi chaque partenaire est nécessaire pour, mener à bien le projet et cetera. Et après, il y a 4 pages où vous devez, décrire, le projet, d'un point de vue technique, les barrières, techniques, du marché et cetera, les risques. Après, si le dossier est sélectionné, vous passez à la phase suivante, la phase 2, où vous devez déposer, la full proposal, d'accord? Ici, il n'y a pas une limitation en termes de pages. Toutes ces informations doivent être remplies, sur notre plateforme et c'est là que vous allez avoir une limite des caractères. Un Je ne saurais pas vous dire, combien de pages, quel est l'équivalent, mais environ 50, 60 pages, si on traduit, la limite des caractères en pages. Cette année, la publication, de l'appel à projet CAVA, aura lieu mi-novembre. Hem Et vous avez 2 mois pour déposer, vos projets jusqu'à mi-décembre. Normalement, c'est 2 mois entre l'ouverture et la clôture, de l'appel à projet. Après, il y a une décision qui est très rapide, où on va vous dire très rapidement si vous passez à la phase 2 ou à la ou non.
Et pour la phase 2, la date limite sera normalement en mars 2023. Après, il y aura une phase d'instruction des dossiers. On va vous communiquer si vous êtes financé ou pas. Euh, je dirais juin 2023, plus ou moins. Et après, il y a la phase de négociation du contrat. Et normalement, les projets pourront démarrer en septembre 2023. OK. Je vous ai parlé sur les lighthouses. On a 3 lighthouses et tous nos programmes s'articulent autour de ces 3 lighthouses et bien évidemment le programme Cava aussi. Vous voyez ici les 3 lighthouses, c'est l'approvisionnement responsable, les matériaux durables et les sociétés circulaires. Et dans ces 3 lighthouses, on a défini des technologies stratégiques et des chaînes de valeur. Par exemple, je vous donne quelques exemples, les batteries, les piles à combustible, les séments et moteurs, l'énergie photovoltaïque, l'électronique ou l'allègement des matériaux. C'est vrai que les appels à projets CAVA 11 seront publiés en novembre et on n'a pas encore les guidelines pour les dépôts, etc. Mais je vais vous présenter les thématiques qu'on a eues jusqu'à maintenant pour les projets CAVA. Je pense que ça va pas trop changer. On aura plus ou moins les mêmes thématiques pour les appels à projets CAVA 11, d'accord? Et je vais vous présenter les thématiques qu'on a eues jusqu'à maintenant par rapport à ces 3 lighthouses. Heu, pour le lighthouse, approvisionnement responsable, on a 3 thématiques. On a eu jusqu'à maintenant 3 thématiques. La 1re, c'était l'exploration. On cherche des projets, qui peuvent, développer des solutions pour tout ce qui est, la réduction des coûts, l'accélération, de l'exploitation, qui est la phase suivante, et qui intègre bien évidemment toute la chaîne des valeurs. Après, on a la thématique extraction et transformation, d'accord? Et aussi, on va prendre en compte toute la chaîne des valeurs et pardon, les chaînes des valeurs qu'on a définies. Et la 3e thématique, c'est les technologies futures d'exploration, des nouvelles technologies pour l'exploration, l'exploitation minière et les traitements des matières premières. D'accord? Et on cherche, encore une fois, réduction des coûts, réduction du temps, accélération de la phase suivante, etc. OK. Après, thématique CAVA pour les lighthouses, matériaux durables. On a encore 3 thématiques. Innovation dans la substitution des matériaux critiques, toxiques ou peu performants. Ici, par exemple, on a eu des projets, développement des nouveaux composites, différentes fibres qui peuvent remplacer ces métaux critiques et qui vont réduire la dépendance de l'Europe de ces métaux qui parfois ou très souvent viennent de l'Asie ou d'autres pays. On a aussi la fabrication additive des matériaux liés à une ou plusieurs des chaînes de valeur identifiées et finalement la conception économe en ressources des matériaux liés à une ou plusieurs des chaînes de valeur identifiées. Et finalement, dernière thématique, dernier lighthouse, société circulaire. Quelles sont les thématiques CAVA pour ces lighthouses? On a 4 thématiques. On a la symbiose industrielle. L'objectif ici, c'est de transformer les déchets en ressources utiles pour une ou plusieurs des chaînes de valeur. Je vous rappelle, les chaînes de valeur, c'était les batteries, les piles à combustible, les énergies renouvelables, les séments, etc. On a aussi la thématique conception pour le recyclage et l'extension de la durée de vie. D'accord. Ici, on cherche des projets d'éco-design qui permettent de faire une extension de la durée de vie
des matériaux et des minéraux qui font partie des équipements industriels ou d'autres types d'équipements. On a bien évidemment, la thématique recyclage des produits en fin de vie. On a beaucoup de projets qui qui sont liés à cette thématique, au recyclage et finalement, chaîne des contrôles, tout ce qui est traçabilité, durabilité, transparence. Comme vous le savez, il y a des métaux, et des minéraux qu'on appelle, de conflits, qui viennent des pays, où les conditions pour l'exploration, l'exploitation de ces métaux et ces minéraux sont pas d'accord avec les règles de l'Union européenne. Donc, tous les projets qui peuvent nous aider à augmenter la traçabilité et nous assurer que ces matériaux et viennent des zones où il n'y a pas de conflit, sont des projets éligibles à l'appel à projet CAVA. Comme je viens de vous dire, ce sont les thématiques qu'on a eues jusqu'à maintenant. Je crois que pour le prochain appel à projet CAVA 11, il n'y aura pas des, des modifications significatives pour ces thématiques. Et ça, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur cet appel à projet. Comme je vous ai dit, ce sont des appels à projets très similaires à Horizon Europe, mais un peu plus simples au niveau consortium et au niveau implémentation aussi. Les taux de réussite de ces appels à projets est un peu plus élevé que pour les projets Horizon Europe. Donc, vous savez les temps de réfléchir. Si vous avez besoin des partenaires pour les projets, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis dans le dernier slide mon adresse email. Donc, je serais ravie de vous aider à trouver des partenaires dans le montage de votre projet, etc. Merci pour votre attention. Merci Maria. Merci beaucoup pour, ta présentation qui était très claire. On a eu, quelques questions dans le chat, donc on va parcourir. Donc il y a, Sophie Muller qui demandait, quelles étaient les conditions pour les grands industriels. Donc ça, c'était quand tu présentais, Cava. Madame Muller, je vous invite à me dire si j'interprète mal votre question, mais en gros, quand tu présentais, comment former un consortium, il y a des questions qui sont apparues, à savoir donc est-ce qu'il y a des conditions particulières pour les grands industriels à prendre part dans un consortium, Cava? Et idem, il y a une question juste après pour les organismes de recherche. Non. En fait, pour les grands industriels, il n'y a pas des conditions particulières. Je peux vous dire que normalement, c'est les grands industriels qui nous contactent pour mettre en place un projet CAVA. Et normalement, c'est plus facile si l'idée vient d'une grande industrielle. Et après, on peut les aider directement à monter le consortium avec d'autres partenaires, des startups, des universités, etc. OK. Concernant les universités, c'est vrai que pour les universités, c'est un peu plus compliqué d'être coordinateur du projet. Il y a cet aspect retour sur l'investissement que pour les universités, des fois, n'est pas évident. Mais bien évidemment, on peut discuter sur ça. Je dirais que à cause de cet aspect, c'est un peu plus difficile pour les universités d'être porteurs, mais bien évidemment, on peut mettre en place des solutions pour les universités aussi. Et on a plusieurs projets où on a des partenaires académiques. OK. Il y a aussi une question sur, la temporalité de l'appel, à savoir, il y a quelqu'un qui se questionnait sur, le fait que l'appel ouvre, en mi-novembre et la 1re phase ensuite est mi-décembre. Donc, il y a des gens qui se questionnaient s'il y avait vraiment qu'un seul mois entre ces 2 étapes sur le calendrier que tu as présenté. Pardon? Il y avait sur le calendrier que tu as présenté sur l'appel Cava, donc il y avait, l'appel ouvre mi-novembre, il y avait écrit
Et il y avait une première phase de soumission pour mi-décembre. Donc les gens se questionnaient sur le fait qu'il y a qu'un mois en fait entre ces deux étapes. Donc est-ce que je pense qu'ils se questionnent sur est-ce que c'est jouable en fait quand peut-être aussi on découvre la kick, cet appel, de réussir à monter quelque chose en un mois? Euh, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Euh, Si tu veux peut-être reprendre. Normalement, entre l'ouverture de l'appel à projet pour la première phase et la deadline de l'appel à projet pour la première phase, il y a 2 mois. Ah, il y a 2 mois? OK, 2 mois, un mois et demi. C'est OK. assez rapide. OK. Parce que du coup, bon, après je pense que cette question, c'est aussi, encore approximatif parce que l'appel n'est Oui, pas sorti. Donc exactement. effectivement, les dates, elles seront précisées parce que ça faisait mi-novembre, mi-décembre. Donc je pense qu'il y a des gens qui se sont, questionnés. Mais, du coup, pour rassurer aussi, les personnes qui peuvent se dire: «C'est court, 1 mois et demi, 2 mois». Bon, c'est souvent traditionnel dans les appels Kik parce que vu qu'on est sur des business plans annuels, multi-annuels, bah, c'est aussi une logique d'appel plus rapide. Mais vous avez donc les équipes qui sont là pour vous aider à monter des consortiums et les dépôts sont quand même alors les projets collaboratifs, comme a dit Maria, c'est un peu les mêmes règles qu'Horizon Europe, mais c'est quand même assez simplifié. Donc, Tout à pas de fait. panique, c'est faisable. Oui, tout à fait. Et normalement, les appels à projet Cava ouvrent en septembre, début octobre. Cette année, ça Mmh. sera normalement en novembre. Donc, vous savez, plus de temps pour monter le consortium. Et après, pour la première phase, c'est très simple, c'est 5 pages. C'est une présentation du projet. Je dirais que pour la première phase, peut-être la, la chose la plus compliquée, c'est le montage du consortium, la OK, création du consortium, mais après, tout ce qui est rédaction, c'est assez simple. d'accord. Il y avait une question, du coup, par rapport aux partenaires membres d'un projet, pardon, et au taux de subvention. Quelqu'un se demandait, donc c'était monsieur Muguera, si le taux de subvention des organismes de recherche est aussi de 70. Donc en gros, est-ce que c'est le même taux pour tous les types de partenaires du triangle de la connaissance? Tout à fait. Je sais, pour Horizon Europe, on a 100% des financements pour les entités publiques, mais nous, c'est 70% pour tout type d'entité. Heu, Ensuite, il y a une question à laquelle quelqu'un a répondu sur l'intitulé du premier Lighthouse. Les remerciements. Il y a quelqu'un qui se questionne, bon, ça après tu l'as mentionné sur, le retour sur investissement pour une université qui est assez difficile à envisager. Après, c'est vrai qu'il faut avoir en tête, qu'avec les KIC, il y a une certaine part de discussion, de flexibilité. Donc, l'idée, c'est toujours de pouvoir inclure tout type de partenaires et après d'adapter, le grant et cetera par rapport aux logiques des partenaires qui y a en face une université n'a bien évidemment pas, les mêmes logiques, mécanismes, stratégies, qu'un grand groupe industriel et les KIC le savent. Donc, il y a aussi une marge de manœuvre, tout n'est pas, ultra figé. Voilà, c'est ce que je me permets de dire aussi avec l'expérience que j'ai pu voir avec les différentes KIC. Tout à fait. Alors, OK, donc après c'est les gens qui précisaient. Quelqu'un qui demande quels sont les montants, des aides. Donc si tu peux rappeler les montants prévus dans le cadre de CAVA? Pour le projet global ou pour les partenaires? Pour les, Bon, on va faire les 2. pour les projets global, c'est entre 2 et 5 millions d'euros, les budgets, d'accord? Après, les financements annuels et plafonnés, j'ai pas en tête exactement les chiffres, mais actuellement, on a 3 types de partenaires, différents: project partner, core partner et une autre catégorie. Donc, en fonction de la catégorie des partenaires, les financements est plafonné, les financements annuels. Donc, on parle entre 5 000 et 300 000 € annuels. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si, en fonction du type de partenaire, un corps partenaire peut avoir jusqu'à 300 000 € par an.
La durée du projet est de 3 ans. Le corps partner va recevoir 900 000 € de subventions ou d'aide financière, pour le projet. OK. Ensuite, on a une question de Sylvain Godot, qui demande, comment vous positionnez-vous sur les projets autour des matières premières en haute mer? L'exploration est en cours, mais l'exploitation n'est pas permise. J'ai pas compris. Projet Une d'exploration. question pour, savoir le positionnement d'EIT Raw Materials, autour des matières premières en haute mer. On a eu quelques projets, d'exploration, offshore, c'est ça que j'imagine que c'est ça la question. On a eu quelques projets d'exploration offshore, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai vu, 1-2 projets. Ils sont tout à fait éligibles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit pas beaucoup de projets, liés à l'exploration et l'exploitation offshore. Heu, d'après, d'après mon expérience, des fois, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir, des, comment dire? Les permis pour l'exploitation et l'exploration offshore. Mais oui, on a financé quelques projets dans ces domaines. OK, OK, merci. Hem, je crois qu'il y a plus de questions. Après, c'était surtout des commentaires, bon, autour de la place des universités. Moi, du coup, j'en ai une petite. Ah non, j'en ai une, avant, je fais passer, participant avant. Serait-il possible d'avoir plus de détails, par écrit, par exemple, sur le plafond de financement, justement? Le montant le montant de subvention maximale est-il de 300 000 par an? Oui, heu, tout à fait. Le corps partner, c'est le partenaire avec les qui a, comment dire? Plus, d'avantages, de notre réseau et si je ne me trompe pas, les financements annuels pour les corps partners est plafonné à 300 000 € par an. Oui. Je peux vous envoyer, ces informations par email, si vous le souhaitez. Ouais. Mais oui, je crois c'est 300 000 € par an. Bah, tu me les enverras, je les compléterai quand je ferai un mail de retour aux participants du webinaire, je l'inclurai du coup. Moi, j'avais juste une toute petite question par rapport au mécanisme de cofinancement par curiosité. Donc, c'est un cofinancement, donc, EIT Raw Materials fournit 70 subvention, 30 du coup de la part des partenaires et ensuite il y a le financial backflow dont tu parlais. Donc c'est une sorte de retour, sur investissement. Est-ce qu'il y a une fourchette de la part que ça peut représenter? Heu Par rapport aux 70 ou c'est vraiment au cas par cas et c'est unique selon chaque projet? Oui, c'est vraiment au cas par cas. Ça va se négocier, à la signature, de l'accord. Après, c'est vrai que nous, on prend le risque parce que si le projet n'est pas finalement commercialisé, on ne va pas avoir un retour sur l'investissement. Si le projet est commercialisé, c'est ça l'objectif, de tout le monde, je dirais, heu, on va négocier, on va négocier ce pourcentage. C'est pas un pourcentage énorme, je pourrais pas vous dire parce que ça dépend du type de projet, D'accord, du type de partenaire et cetera, mais ça reste, tout à fait raisonnable. C'est pas un pourcentage, énorme. d'accord. OK, merci. Puisque je ne vois plus de questions, je pense qu'on peut passer au premier témoignage, donc du projet, Relieve, par Marianne Trogg. Heu, Oui, Marianne, vous pouvez partager votre écran, du coup, vous avez la parole pour présenter votre projet Relieve. très bien. Alors, je vais faire ça tout de suite. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, moi je le vois. Très bien. Alors, tac. Donc bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter le projet, Relive qui a été, donc réalisé et terminé en 2021. Donc
moi, je suis Marianne Trocmé, je travaille au sein de la société Eramet Ideas, qui est le centre de recherche du groupe Eramet, un groupe minier et métallurgique français. Donc je n'étais pas la chef de projet, mais je vais quand même vous présenter, dans les grandes lignes, comment le projet s'est déroulé, et l'aide apportée par le l'EIT Raw Materials. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter donc le projet et l'innovation. Dans un deuxième temps, le support, que l'EIT Raw Materials a pu apporter au projet, à la fois au début et puis, même dans la continuité du projet et l'intégration en fait, du triangle de la connaissance, dans ce projet. Présentation. Donc le projet RELIEVE, donc c'est un acronyme pour, Recycling Lithium Battery for Electric Vehicles, est un projet qui avait pour but de démontrer la faisabilité, technique et également économique du recyclage en boucle fermée des batteries de véhicules, donc les batteries lithium-ion, donc en Europe. C'est un projet, qui est issu en fait, d'un programme de recherche plus ancien, qui avait été initié, 10 ans auparavant, au sein des Ramet et qui était arrivé à un stade où justement on avait besoin d'un soutien pour passer à cette étape, pour passer à une étape d'upscaling. Donc le projet a été présenté et nous avons obtenu une aide de 3,9 millions d'euros, une aide de 2,6 millions d'euros pour un budget global, de 3,9, en tout cas pour la partie projet européen. La durée du projet, ça a été sur 2 ans, et donc nous avons commencé en 2020 et finalisé, en fin d'année dernière. Ce projet donc l'intérêt de lancer ce projet en projet collaboratif était, le fait de pouvoir monter un consortium qui couvrait toutes les étapes du recyclage. Donc ici, vous voyez, le consortium final. Nous avions un partenaire supplémentaire qui s'est finalement retiré, en cours de projet. Mais voilà, dans les grandes lignes, donc nous avons un partenariat avec Suez qui s'occupait de la partie collecte et démantèlement des batteries. Donc sur la partie recyclage, c'est quand même un un gros bout et nous venions, sur la partie donc recyclage de la matière première, donc à savoir, la préparation des matières, issues, des démantèlements des batteries, faites par Suez, la mise en place de procédés métallurgiques, ici en particulier hydrométallurgiques, pour traiter ces matières, et à la fin, être capable de produire en fait, des sels, ce qu'on appelle des sels de qualité batterie, des produits, du nickel, du manganèse et du lithium, qui sont en fait des produits sur lesquels à la base, Eramet, est présent, issus de matières premières, et de matières premières et non de matières secondaires comme ici, dans le recyclage. Et en support, nous avions, 2 académiques, donc NTNU qui est une université norvégienne qui nous a assistés sur, les parties, gestion des données et modélisation et Chimie ParisTech plus sur les parties caractérisation, hem, des caractérisations des matières que nous à traiter et produites. Les résultats, obtenus par ce projet, étaient, très positifs. En fait, grâce, au financement, nous avons pu mener, en fait, plusieurs, pilotes, ce qui en général, est, vraiment le gros de ces phases d'upscaling, qui nous ont permis, en fait, d'obtenir, beaucoup de données et nous a permis de montrer aussi, que nous avions réussi à développer un processus de recyclage, avec des performances techniques et économiques qui étaient, viables pour, notre industrie, et qui a permis après, de prendre des décisions, pour, continuer ce projet et aller, en phase, d'industrialisation. Donc sur ce projet, donc on a reçu le support de l'Hetero Materials un peu de différentes manières. Donc pour le projet en lui-même, ben, le fait d'avoir, mis en place d'avoir participé en fait à un projet, Hetero Materials, ça nous a permis, d'accélérer, ce programme de recherche parce que sans l'aide financière en particulier, il aurait été difficile de pouvoir réaliser, autant de pilotes sur une si courte période.
Ça nous a permis aussi de mettre en place, des partenariats, solides, et en particulier avec Suez, avec qui un partenariat pérenne se met en place et donc avec qui nous allons continuer de travailler sur ce projet maintenant en phase d'industrialisation. Heu, Ça a permis aussi de donner une visibilité du projet au travers de présentations, à plusieurs événements européens, et également, des événements français. Et ça nous a aussi, encouragés à maintenir, cet échange avec les laboratoires, d'excellence et puis de partager des expériences, avec, ces académiques. Le projet, comme je vous l'ai expliqué, il continue et le support de l'EIT Raw Materials, s'est maintenu. Dans un premier temps, quand la phase d'industrialisation a été décidée, nous avons présenté le projet à l'ERMA pour, identifier de possibles pistes de financement. Il a atteint, un stade avancé, dans les discussions, et du coup a reçu la validation d'experts européens, sur le sujet. Et en parallèle, au sein d'Eramet, il a été fait le choix de déposer ce projet également à l'Innovation Fund. Donc, cette fois, nous l'avons déposé au deuxième call, celui qui a eu lieu en début d'année. Et dans ce processus, en fait, nous avons reçu une lettre de support de l'ARMA, pour justement, appuyer notre dossier et la qualité du projet. Et de plus, le fait que le projet avait déjà été financé, par des fonds européens, était déjà une marque importante que le projet était intéressant. Et nous avons d'ailleurs, nous avons été présélectionnés pour l'obtention de l'aide et nous sommes aujourd'hui, dans une phase de négociation, de cette aide, avant la mise en place de l'usine, donc en France. Hem, donc ça, c'est pour le support de l'EIT et comme j'en ai parlé, une demande qui est faite dans ces projets et ça a été mentionné, auparavant dans les autres présentations, un des points, capital demandés par les projets EIT, c'est l'intégration du triangle de la connaissance dans ces projets. Donc pour nous, comment ça a marché? Il y a eu plusieurs, interactions dans ce triangle. Donc déjà, on a eu des partenaires académiques. Ces partenaires académiques, ont mis au service du projet une expertise de pointe. Également, donc ici, vous voyez, j'ai mis le logo d'un autre laboratoire avec lesquels nous avons pu, collaborer sur la fin du projet pour, la réalisation de prototypes de batteries, car c'est les seuls, il me semble, en Europe qui ont, du matériel semi-industriel pour faire ces essais. Nous avons eu, des postdocs, en particulier en Norvège, qui ont travaillé sur ce sujet, donc un sujet industriel, ce qui a mis en relation, ces étudiants et voilà, une collaboration active avec ces laboratoires. En particulier, par exemple, des techniciens de chez nous sont allés travailler dans un des labos pour, expliquer certaines techniques et pour qu'après chacun échange un peu, ses méthodes de travail. En complément de cela, nous avons participé, à la réalisation d'un MOOC. Initialement, il était même prévu que ce MOOC soit réalisé dans le projet Relive. Finalement, il paraissait que c'était peut-être un peu ambitieux de coupler le tout. Donc il a été décidé de faire un projet à part, donc qui s'appelle Recycle My Phone, donc sur des thématiques de recyclage. Via aussi, ces collaborations, on a pu, avoir des personnes, issues de l'industrie qui ont participé et ont présenté des interventions ponctuelles, donc dans le cadre de projets de programmes de recherche, comme ici, par exemple, le programme Athens, avec, l'université, ch avec pardon, pas l'université, l'école Chimie Paris Tech. Et je pense que c'est tout. Voilà, donc j'ai fait succinct, mais ça laisse de la place pour les questions. N'hésitez pas si vous en avez, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup Marianne, c'était très clair, très intéressant aussi de découvrir un peu plus concrètement, ce qu'un projet peut proposer. Je ne sais pas s'il y a des questions? N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions, voilà, profiter de la présence de Marianne pour, avoir un retour sur le dépôt, le montage et cetera. Vraiment n'hésitez pas. Il y a pas de questions bêtes aussi, je tiens à le préciser et je m'excuse aussi, je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai un voisin qui a commencé une perceuse. Je suis désolée.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Si elles vous viennent en cours, n'hésitez pas à les rajouter. Ce qu'on peut peut-être faire, du coup, c'est passer au second témoignage, celui du projet Scavenger avec Madame Horberger. Et voilà, il y aura de toute façon un troisième temps de questions-réponses pour revenir sur ces jolies success stories et plus généralement sur toutes les présentations qui ont été apportées. Donc, encore une fois, posez vos questions dans le chat. Alors, Madame Horberger, est-ce que vous êtes arrivée? Donc, bonjour à tous et je vais vous présenter aujourd'hui le projet Scavenger. Donc, c'est un projet qui veut extraire le scandium et en produits secondaires le vanadium et le niobium pour les industries européennes à partir des résidus de la production de pigments de titane. C'est un projet qui a mis parcours. On a commencé en 2021, qui va se terminer en fin mars 2024. Il a un budget total de 3,5 millions d'euros avec une co-funding de EIT de 70%. Donc, ce projet, en fait, il est coordonné par Orano Mining, donc à Bessines, dans le sud-ouest de la France. Et donc, d'autres entreprises comme MEAP, c'est une entreprise hydrométallurgique qui participe à ces projets. Et deux départements des universités, donc de la RWTH Aachen en Allemagne, c'est une fois un institut donc, de métallurgie et un institut de business controlling. Et nous avons comme partenaire aussi la National Technical University de Athens de la Grèce et moi-même, président de Katura et une entreprise grecque, Enalos, qui s'occupe de Life Cycle Assessment and Material Flow Analysis. Donc, notre matière première, donc les résidus de la production de pigments de titane, proviennent de l'entreprise Kronos Ecochem de Leverkusen en Allemagne. Vous pouvez, prochaine diapo. Donc, le scandium, c'est un élément clé pour la transition énergétique et pour réduire aussi l'empreinte de l'utilisation de carbone. Et donc, dans le projet Scavenger, donc notre innovation, c'est de faire un procédé, en fait, de ramener un procédé donc, sur le marché qui arrive à produire des hydroxydes de scandium quasiment en temps réel à partir des solutions aqueuses qui sont riches en fer et chlorure. Et donc, on va recycler de l'eau complètement et on va produire après des alliages aluminium-scandium et d'autres alliages pour les industries, donc demandeurs comme l'aéronautique, etc. Et aussi des films très fins pour l'application 5G. Donc, quels sont nos stakeholders? C'est aussi des conseillers dans notre projet. Donc, le marché de scandium, il est en croissance. Et donc, on l'utilise dans les Solid Oxygen Fuel Cells, SOFC, et aussi dans les Solid Oxygen Electrolyzer Cells. Donc, pour ces cellules, on a besoin de scandium oxyde et c'est l'entreprise Sunfire et Imiris qui sont en contact avec nous, qui s'intéressent comment nos produits seront en termes de qualité aussi à la fin. Donc, ils sont nos conseillers en permanence. Et nous avons également toute la chaîne de production à partir des alliages des Master Alloys avec KBMA Philips en Pays-Bas, l'entreprise américaine Novelis avec sa branche en Allemagne à Koblenz, qui fabrique des parties des avions. Et après, on a Airbus Defense, l'Allemagne, et Sonaca Aircraft des Pays-Bas, qui sont dans cette chaîne de production et qui va utiliser les alliages aluminium-scandium à teneur de scandium variée. Donc, un nouveau marché qui est en train de se développer, c'est des films très fins, aluminium-scandium l'azote pour les applications 5G. Et notre stakeholder ou advisor, c'est l'entreprise Soulmates aux Pays-Bas. Prochaine diapo. Voilà, donc pour les Solid Oxygen Fuel Cells, SOFC, donc le scandium, il est utilisé dans les matériaux de cathode pour justement, et pour la production de l'hydrogène vert, on utilise donc le scandium dans les Solid Oxide Electrolyzer Cells. Et voilà, avec l'entreprise Sunfire qui est au point et qui est en train d'augmenter les capacités. Pour les alliages, donc
léger, aluminium scandium. Donc là, on a besoin pour certains types d'industries des teneurs en scandium à teneur variée. Classiquement, c'est scandium 2 pour son. Et donc, on ajoute le scandium à l'aluminium pour justement avoir plus de facilité pour le raffinage et aussi pour la précipitation. Voilà. Et après, on utilise ces types de poudre aussi pour l'impression 3D de certaines parties en aéronautique. Voilà, donc on a tous ces futurs, des représentants des futurs marchés, de ces marchés-là dans notre advisory board et on est en contact en permanence pour améliorer justement notre production, pour enlever les impuretés, etc. Prochaine diapo. Voilà, donc le marché du scandium, il est actuellement, donc en fait en 2020, c'était 25 tonnes par an et donc il va évoluer donc avec les nouvelles applications, donc prévu pour 2026 à 350 tonnes et après en 2031, bon, il y a des prévisions à 1100 tonnes par an, donc tout ça c'est un peu, voilà, un peu vague, hein, ça fluctue. Et donc un fait, c'est quand même que l'Europe dépend à 100% des importations, donc avec 67% de la Chine. D'autres pays fournisseurs, c'est le Kazakhstan, la Russie et l'Ukraine, avec tous les problèmes politiques associés. Et donc, on importe en fait du scandium oxyde, hein, qui est un produit qui doit être retransformé après. Et on a une production à petite échelle aux Pays-Bas, c'est avec KBMA Philips, de scandium, aluminium, des alliages aluminium-scandium. Sinon, on importe aussi. Voilà, on n'a aucune production en Europe et donc voilà, donc la justification de ce projet Scavenger, parce qu'on a des solutions à proposer. Donc, on a des mines urbaines de scandium en Europe. Donc, la production de titanoxyde avec 1,5 million de tonnes par an, hein, par Kronos et Tronox, ce sont des producteurs essentiels. Donc, ils laissent les résidus riches en fer, riches en chlore, qui contiennent donc du scandium jusqu'aux 150 mg par litre. Et on a une deuxième ressource urbaine, ce sont des résidus de la production d'aluminium. Donc, rien que l'entreprise Mytilineos en Grèce produit 7 à 8 millions de tonnes de bauxite, en fait, avec des résidus autour de 6 millions de tonnes de résidus de bauxite par an. Donc, on a un deuxième projet que je veux mentionner aussi ici, c'est le projet Scale-Up qui a commencé, qui a été accepté en 2021. 2022 cette année, donc il va jusqu'à la fin de 2024. Donc on aura les deux ressources de scandium à partir de 2025 sur le marché avec un équivalent de scandium oxyde de 45 tonnes par an. Donc la vision parce qu'on va créer une entreprise donc à la fin, une start-up, hein, c'est au moins pour la fabrication des hydroxydes de scandium, dans notre vision à partir de 2025, d'être le premier producteur de scandium sous forme de scandium hydroxyde au début, et donc avec un équivalent, donc rien que pour Scavenger, de 21 tonnes de scandium oxyde par an, avec des prix compétitifs hein, par rapport au prix d'importation de la Chine. Et donc, notre mission, c'est justement de cette entreprise sera réutiliser les résidus métallurgiques hein, pour les métaux rares, donc à la fois scandium mais aussi niobium et vanadium, de fabriquer des hydroxydes de scandium dans une première business model pour l'industrie de raffinage et aussi produire, parce que là, on a toute une partie dans notre projet de transformer ces hydroxydes de scandium en produits tailor-made hein, pour les industries associées. Et on va également coproduire du vanadium pentoxide, des sels de vanadium et les alliages de niobium, niobium, zirconium, aluminium, etc. Donc, dans le projet, hein, notre mission pendant les 3 ans, c'est justement de ramener donc, à l'échelle industrielle l'extraction du scandium, qui était un TAL6 avant, hein, dans un projet précédemment financé par un programme H2020, c'est le projet Scale. Et donc, les deux projets Scavenger et Scale-Up sont issus de ce projet Scale pour les ramener sur le marché. Et donc, on va donc arriver avec un procédé donc, industrialisé pour la production en 2025 et on va également ramener à l'échelle industrielle les procédés pour le vanadium et niobium comme coproduction avec
des méthodes qui sont actuellement encore discutées, évaluées, c'est l'extraction par solvant, ion exchange, et après, pour le raffinage, c'est plutôt la réduction à l'eau thermique. Donc, la stratégie de notre entreprise, donc là, vous avez sur la partie droite, donc les deux projets ou les deux entités qui vont fonctionner à partir de 2025 pour la fabrication d'hydroxyde de scandium, à la fois donc les pigments d'oxyde de titane, hein, avec les résidus riches en fer et chlorure. Et vous avez en rouge donc la partie production aluminium avec le projet Scale, hein, qui a démarré donc cette année. Donc, les deux entités vont produire donc, les hydroxydes de scandium qui vont après être envoyés à la Scavenger Company qui va après soit les ramener à un produit pour le marché. Pour les scandium un peu raffinés, il va être retourné chez Mytilenius qui va avoir une production donc d'aluminium, des alliages aluminium alloy pour l'industrie de masse, pour les fabrications des alliages master alloys pour KBM. Et donc, une autre entreprise va produire justement des alliages ou des fluorures de scandium pour les industries spécifiques liées à la transformation énergétique. Donc, quand on voit la stratégie, donc Kronos Ecochem nous approvisionne actuellement avec les solutions riches en fer et chlore et scandium jusqu'aux 140 mg par litre, hein, pour cette usine de production de scandium hydroxyde. Et on va faire des produits intermédiaires, donc alliage, fluorure, voilà, tailor-made. Donc, notre première usine, donc, elle sera proche d'un site de producteur d'oxyde de titane. Donc, on est en train de discuter où sera le raffinage. Donc, après, on peut donc vendre, hein, nos produits des hydroxydes de scandium, et on peut aussi acheter d'autres hydroxydes de scandium pour les raffiner, et après on peut produire donc des produits vraiment pour les end users. Donc on doit se situer avec des prix qui sont actuellement autour de 1000 US$ par kilogramme. Pour que les clients en Europe achètent nos produits, il faut qu'on se situe avec un prix inférieur à 1000 US$ par kilogramme, équivalent scandium oxyde. Donc voilà, donc vous avez nos produits, hein, donc ce sont des poudres très blanches, très pures. Donc Orano est justement en charge de nettoyer et d'enlever les impuretés dans ces poudres on a besoin en fait d'une qualité de 4 à 5,9, hein, 99,19 pour certains marchés, des fuel cells, etc. Et après, pour les thin films, donc c'est plutôt des produits solides. Voilà. Donc, actuellement, donc en septembre 2022, donc on a fait un pilote, l'extraction du scandium d'une solution qui a à peu près un teneur initial à 130 mg par litre de scandium. Et on est arrivé donc en fin de pilote en juin à 3,5 g par litre de scandium. Donc, c'était un succès. Donc, on peut encore augmenter l'extraction avec, en fait, on avait une efficiency supérieure à 90%. Et après, il faut enlever justement le fer qui re-rentre dans la solution parce que c'est un produit et ce n'est pas un déchet, hein, pour Kronos. Donc, on a eu un taux d'extraction du fer de plus que 95%. Donc, actuellement, on est à la fin des tests au laboratoire pour le ion exchange. Donc, les pilotes sont planifiés pour le début de l'année, janvier 2023. Et après, il y aura justement la décision SX versus IX. Et après, on aura justement la finalisation du business model. Le raffinage est actuellement en cours. Et les productions pour le vanadium pentoxide, etc., c'est également en cours. Et une décision sera prise début 2023. Donc, voilà, tout ça reste à faire. Hein, donc, le piloting janvier 2023. Après, il y a une définition, donc les dessins et la construction de l'usine. Hein, donc, et tout ça va se dérouler justement en 2023. Et on va donc prochainement organiser un séminaire pour les étudiants de bachelor, master et PhD
sur ces thématiques-là pour former des jeunes justement à être prêtes pour ces usines qui vont se développer dans l'avenir. Donc, comment l'EIT soutient notre projet? Bah, évidemment, l'EIT finance avec 70% donc justement ce projet. Donc, sans ces 70%, on ne pourrait pas le faire, hein. Chaque partenaire apporte 30%. Donc, mais les EIT, elle nous donne aussi une plateforme, elle nous pousse à revoir le business model. Donc, on a beaucoup de contacts avec notre project officer, avec senior advisor, etc. Donc, le EIT nous donne également un réseau, hein, donc par le ERMA, par le European Raw Material Alliance. Donc, il organise des réunions, par exemple l'année dernière avec le Québec, etc., pour augmenter justement ce réseau des stakeholders et des collaborateurs investisseurs. Et donc, je pense qu'il est très, très important aussi de contacter, d'échanger avec le project officer et les senior advisors parce que eux, ils font l'interface après avec leurs hiérarchies, ils sont en contact avec plein d'entreprises. Quand on demande de l'aide, hein, ils nous donnent de l'aide pour plus rapidement progresser dans les projets. Donc, voilà, c'est une facilitator. Et donc, nous, on participe aussi autant de partenaires et aussi autant de projets dans les task forces, hein, parce que le ERMA, le European Raw Material Alliance, crée parfois des task forces pour faire des sous-projets pour les soumettre. Donc, on participe directement à ça et ça donne également accès à un réseau de connaissances, de collaborateurs futurs, etc. Donc, je trouve que c'est un très, très bon modèle et voilà. Donc, prochaine diapo. Et voilà, donc l'intégration, l'industrie, éducation et recherche, donc comment s'intègrent donc ces projets dans cet paysage. Donc évidemment, on a les grandes industriels comme Orano, on a une moyenne entreprise comme MEAP qui est spécialisée sur l'hydrométallurgie. Donc ça, c'est des grands avantages hein, parce que c'est à la fois des expériences dans l'extraction des métaux. MEAP, il est dans la construction des usines, etc. On a des académiques avec l'université à Athènes, les universités techniques, donc Polytechnique Aix-la-Chapelle. Avec, voilà, donc là, on a une pool aussi des étudiants. Et donc, on forme des jeunes. Hein, donc, à la fois, on fait une summer school, on fait des webinars. Les étudiants master sont insérés dans ces projets. Donc, je pense que pour les étudiants, c'est un très, très grand avantage de travailler dans ces projets pour se faire un réseau, pour voir aussi la finalité de leurs études. Hein. Ça ramène à un produit, on va directement sur le marché. Ils sont impliqués dans la création de business model et tout ça. Et personnellement, je trouve que c'est excellent de cette intégration dans ce triangle. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation, aussi très intéressante. J'invite les gens à poser leurs questions, donc je vais voir dans le chat s'il y en a une. Donc il y a Sophie qui a posé une question. Est-ce que le bilan énergétique des étapes de récupération, purification pour les applications est mesuré? Oui, on est en train de, en fait, le projet Scale hein, qui a eu lieu avant ce projet EIT. Donc déjà là, il y avait les Material Flow Analysis Life Cycle Assessment. Et nous, on est en train de faire un monitoring pendant les essais. Et on a en même temps, ça je n'ai pas présenté ici, on a déjà fait des Life Cycle Assessment pour plusieurs volets, à la fois pour l'industrialisation, du pilote, l'industrialisation, mais aussi pour les problématiques de l'environnement, etc. Tout ça, c'est en cours. C'est le Work Package 6 hein, qui est consacré entièrement à ça. Et il y aura en fait à la fin, au bout de 3 ans, un rapport qui donne tous ces modèles donc, voilà, de ces aspects-là. C'est l'entreprise Nalos qui s'occupe de ça. Ok, bah, merci pour le retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions donc sur Scavenger, sur le livre, aussi sur la présentation de Maria, la mienne au début? N'hésitez pas. Il nous reste un petit quart d'heure si
vous le souhaitez. Et je le rappelle, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous débutez, si vous avez vraiment des questions qui vous semblent peut-être simples, n'hésitez vraiment pas. Pas l'impression qu'il y en ait, donc je dois conclure que c'était assez clair. Et on peut donner aussi mon numéro, mon mail et voilà, je serai D'accord. prête à répondre ou donner même des Ok. petites présentations autres, plus spécifiques sur certains aspects. C'est gentil, d'accord, je transmettrai. De toute façon, vos coordonnées sont sur le PowerPoint à la fin, il me semble. Voilà. Donc, les participants du webinaire auront les coordonnées de tout le monde. S'ils ont des questions à poser ultérieurement. Du coup, je me permets de passer à la conclusion, vu que je ne vois pas de questions. Donc j'en profite pour, remercier à nouveau, toutes les intervenantes qui m'ont accompagnée aujourd'hui, tout le panel. Donc, Maria, d'IT Raw Materials, Marianne pour, le projet Relief et Beat Horberger, du coup, pour le projet Scavenger. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant et je pense que c'est vraiment très utile d'avoir des approches aussi, concrètes, des exemples de projets, surtout vis-à-vis de l'EIT, des KIC, qui est un objet, d'Horizon Europe encore un petit peu trop méconnu, à mon goût, mais j'espère qu'il va gagner en visibilité. Merci également aux participants. Je ne sais pas si, les intervenantes, souhaitent, faire un mot de conclusion. Je vous laisse la parole si vous le souhaitez, si vous avez des petits messages, à faire passer. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, Moi, comme conclusion, je voudrais juste rajouter qu'il y a le temps pour monter un consortium, pour monter un projet. L'appel à projet va être publié à mi-novembre. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis votre point de contact pour la France. N'hésitez pas à me contacter avec vos idées des projets ou vos besoins en termes de partenariat et je pourrai vous accompagner jusqu'au dépôt du projet. merci Maria. Très bien. Bon, Béate, Marianne, merci à nouveau, pour vos exemples et je propose si personne n'a rien à ajouter du coup, pas de mot de conclusion, qu'on termine ce webinaire. Je vous enverrai bien évidemment, le lien pour accéder à l'enregistrement. Donnez-moi juste, quelques petits jours pour faire, les coupes et le montage, le chapitrage. Vous aurez aussi accès, bien évidemment, au PowerPoint, aux 4 PowerPoint du coup. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vous souhaite à tous, par avance, un très bon week-end. Merci. Merci. Au Merci, revoir. bonne fin de journée. Merci.